Bonjour à tous. Merci d'être présents parmi nous ce matin. Je vais faire un petit mot d'introduction, vous rappeler un petit peu l'organisation de la matinée. Je vais commencer par me présenter pour ceux que je ne connais pas ou qui ne me connaissent pas. Donc Delphine Bégy, architecte associée au sein du groupe Aya Life Designers. Je vous accueille ce matin en tant que directrice d'agence ici de l'architecture à Lyon. Donc encore une fois, bienvenue. Nous nous retrouvons ce matin pour la parution de cet ouvrage Promoteur Architecte qui vient de paraître aux éditions AM Anteprima Business Immo. Alors pourquoi se retrouver ce matin autour de ce livre ? Eh bien, tout simplement parce que c'est assez rare ce type d'ouvrage et donc ça nous intéressait vraiment d'échanger sur ce thème de la relation entre promoteur-architecte qui est finalement peu décrite. Il y a peu de littérature sur ce sujet. Donc voilà, on était assez passionnés par la sortie de ce livre qui, je vous le rappelle, donc décrit cette relation promoteur-architecte et qui revient sur l'histoire récente de la maîtrise d'ouvrage, donc de 1977 à nos jours. Dans le cadre de cette vraie production d'ouvrages qui a été un travail collectif, qui est né d'une idée qui m'est venue à l'esprit en travaillant beaucoup avec des promoteurs et des architectes depuis une vingtaine d'années dans le cadre de la société Anteprima et de me dire qu'il y avait énormément d'incompréhension entre eux dans leur pratique professionnelle. Vu comme vous venez de l'évoquer, j'ai dirigé l'Institut français d'architecture pendant une dizaine d'années quand il se trouvait rue de Tournon. Et dans ce cadre, on avait vraiment essayé de valoriser l'architecture française à l'international. Notre objectif à l'époque était qu'il y ait au moins un Pritzker Prize français, et on y est arrivé. Et l'idée aussi que même dans un cadre culturel, pour pouvoir montrer l'architecture, on faisait appel quand même aux entreprises, un certain nombre de promoteurs qui étaient nos soutiens, nos mécènes, vu qu'on avait beaucoup d'ambition pour faire des expositions, des rencontres avec un peu le monde de l'architecture à l'international. On avait besoin déjà d'argent, de moyens financiers que l'État ne pouvait pas nous donner. Donc, dans ce milieu à la fois professionnel et culturel, et en entendant surtout les architectes que j'avais beaucoup promus à l'IFA se plaindre énormément de leur relation avec les promoteurs et ayant constaté que des jeunes équipes, des moins jeunes, étaient très très à l'aise dans le cadre d'un partenariat avec les promoteurs, j'ai essayé de remonter un peu dans ma mémoire et me rappeler que en 1977, la loi sur l'architecture avait vraiment déclenché un élan extraordinaire du côté de l'État. La création de l'IFA, la création de l'AMIC, les 100 journées pour l'architecture, toute une série de mesures avec une volonté très très forte d'un certain nombre de grands commis de l'État, de Robert Lyon, de Jean Millier, de Bernard Tricot, que j'ai connus tous les trois très bien et qui m'ont appris énormément de choses. Cette volonté d'améliorer la qualité des constructions publiques, si voulu avant tout de montrer le travail des architectes. Avant, je dirais 1977, et dans le livre c'est très bien décrit, il y avait une forte présomption vis-à-vis des architectes. C'était eux qui étaient aux commandes de la commande publique dans les 11 ministères constructeurs, des ingénieurs, pardon. Et les architectes étaient vraiment traités un peu comme, disons, avec une certaine indifférence. Bien sûr, il y avait des listes d'agréments, il y avait des modèles en architecture, il y avait des architectes abonnés à la commande publique, mais la plupart des architectes ne pouvaient jamais l'atteindre. Donc, dans ce contexte, ministre, président de la République, hauts fonctionnaires,
ont décidé que pour améliorer la qualité des constructions publiques, il fallait absolument donner une visibilité, une liberté de création aux architectes. Et c'est ceux qui sont arrivés à faire. On a travaillé sur la loi MOP, la directive du Premier ministre sur les concours d'architecture. Moi, personnellement, je suis allée rencontrer les 11 ministères constructeurs pour leur dire que j'avais une lettre du président de la République qui les obligeait à nous donner des opérations expérimentales dans lesquelles, tenez-vous bien, je les obligeais à mettre moitié d'architectes dans les jurys de concours. Et tout cela a créé une grande effervescence. Beaucoup d'équipes que vous connaissez, qui sont encore très actives actuellement, émergent vraiment de cette politique et ont eu une liberté d'action grâce à la commande publique. Et c'est ceux-là qui viennent souvent se plaindre, me disant mais c'est pas possible, les promoteurs n'ont pas les clés, ils nous maltraitent, on n'a plus de mission complète, on n'a plus de chantier, c'est l'horreur. Et en même temps, je voyais des jeunes équipes très très à l'aise avec leurs promoteurs. C'était presque vraiment des équipes pour arriver à une victoire, mais ensemble. Et j'ai discuté avec quelques-uns des auteurs du livre, mais aussi beaucoup avec Sandra Roumi, qui est la présidente de Business Immo. Et on s'est dit aussi qu'il y avait un acteur très important dans le cadre de cette évolution de la commande publique, c'était bien sûr les élus, parce que tout s'est déroulé, toute cette déliquescence de la commande publique a eu lieu dans le cadre des lois de décentralisation. Et à partir de 2000, c'est la promotion immobilière qui a vraiment pris, disons, les rênes de la commande en France, mais sous le regard attentif ou moins attentif des élus et des instruments dont ils se sont dotés, qui sont les sociétés d'aménagement. Et c'est Jean-Philippe Hugron qui a traité ce sujet dans le livre. Je dois dire que cette aventure-là nous a poussé à reprendre l'histoire de la commande, d'essayer de montrer comment la promotion immobilière aujourd'hui évolue d'une façon assez spectaculaire et comment les architectes essayent de s'adapter à cette évolution. En tout cas, ces appels à projets innovants ont été l'opportunité, comme ces grands projets emblématiques, de réinventer aussi le couple architecte-promoteur et d'aborder des questions programmatiques. Alors, petite parenthèse, je trouve, à titre personnel, que ces questions programmatiques finissent par déborder un petit peu sur des considérations architecturales, des considérations spatiales, techniques, matérielles, et même jusque dans les écoles d'architecture. Moi, je me retrouve à faire des jurys de diplôme et on passe plus de temps à discuter de l'opportunité du programme et de l'intelligence du programme que du projet lui-même. Et ça en devient ridicule puisqu'on ne forme pas dans une école d'architecture des programmistes, mais des architectes. Alors dans ce couple architecte-promoteur, l'autre question qui était sous-jacente, c'était la question de la qualité architecturale. Luciana l'a un petit peu dit, il y a ce mythe de la commande publique qui est très présent en France. Et c'est vrai que les revues d'architecture, je vais parler un petit peu de ce que je fais, les revues d'architecture, pendant des années, des décennies même, ça peut être depuis 10 ans que les choses changent un peu, mais les pages des revues d'architecture étaient uniquement consacrées à de la commande publique. Il y avait assez peu d'opérations de bureaux, assez peu d'opérations de logement en accession. S'il y avait des opérations privées, c'était en général des villas ou des maisons, et c'était plutôt une maîtrise d'ouvrage, enfin c'était des particuliers qui étaient maîtres d'ouvrage. Et aujourd'hui, on peut, en parcourant une revue d'architecture, voir que la commande privée prend de plus en plus de place avec des projets de qualité. Donc il y a cette qualité architecturale qui apparaît, et les projets qui sont présentés et les réalisations qui sont présentées dans l'ouvrage peuvent largement en témoigner. Alors cette question de la qualité architecturale, c'est lié aussi à ces nouveaux rapports entre architectes et promoteurs. C'est aussi lié à des objectifs différents que se fixe la promotion immobilière. Alors je me fais le porte-parole de Sandra Roumi, peut-être qu'elle l'expliquerait davantage, mieux que moi. Mais en tout cas, le livre l'explique très clairement.
sur ces nouveaux mécanismes. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'absence de projets publics ou la baisse de projets publics, liés aussi à un manque de financement. Il y a aussi une saturation. Il y a énormément d'équipements qui ont été construits ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années. Et il y a un autre point qui est aussi esquissé dans l'ouvrage, et j'en ai parlé avec les aménageurs aussi, c'est qu'il y a une stratégie de contournement un peu perpétuelle chez tout le monde. Et c'est vrai que l'État ne fait presque plus confiance, je suis un peu caricatural dans mon explication, mais ne fait plus confiance à ces services, ou du moins la complexité des procédures administratives fait qu'elle cherche à contourner le système public tel qu'il a été construit. On a pu l'observer avec notamment les bailleurs sociaux qui se tournent vers la promotion privée pour réaliser des opérations de logements sociaux. Alors à l'origine, pour rappel, ces dispositifs avaient été prévus après la crise des subprimes en 2008. Les promoteurs les banques ne prêtaient plus ou difficilement. Les promoteurs se sont retrouvés avec un stock d'opérations sur les bras impossible à liquider. Et donc on a autorisé les bailleurs sociaux à acquérir auprès des promoteurs ces opérations. Le système a perduré, a continué, aujourd'hui est dévoyé et permet aux bailleurs sociaux de ne plus avoir recours au concours d'architecture et peuvent acheter directement à des promoteurs des opérations immobilières. Et cette stratégie de contournement, on la retrouve un peu partout et on la retrouve même pour ce qui concerne l'aménagement. Alors c'est intéressant parce que les villes n'ont plus les moyens de financer de grandes actes, des grandes opérations d'aménagement, et elles s'adressent toujours en priorité en ce moment à des sociétés d'économie mixte, mais elles commencent à s'adresser aussi à des promoteurs qui deviennent aménageurs. Alors c'est très perturbant, mais c'est un fait, et on a pu aborder des projets comme à Versailles, le quartier de Galie, qui est en marge du parc du château, et il est question de réaliser plusieurs, donc c'est ICAD qui réalise ce projet-là, donc ce sont des logements, des équipements et un hôtel qui vont être construits en marge du château, avec le contrôle bien entendu de la mairie qui reste très vigilante sur cette question de la qualité architecturale, et on voit que dans ce rapport architecte-promoteur, la figure du maire, en tout cas dans le cas de Versailles, est très présente pour ce qui concerne la qualité architecturale. Et de la même manière, les métiers de l'aménagement évoluent et les aménageurs se font aussi promoteurs. Les plus pudiques diront copromoteurs. Donc ils s'associent avec des promoteurs. Et là, l'enjeu, c'est de développer des opérations peu rentables, ou en tout cas sur lesquelles des promoteurs ne s'engageraient pas, où le risque serait peut-être trop important le risque financier serait trop important pour eux. Alors on voit que les promoteurs deviennent aménageurs, les aménageurs deviennent promoteurs, et au milieu les architectes finalement ne changent pas ou évoluent peu, et c'est vrai qu'il y a une sorte de lamento sur la perte de pouvoir de l'architecte dans ce couple, dans ces troupes, dans ces trios, dans ces quatuors. Et je vais juste aborder très brièvement cette question du constructeur. Certains architectes ont témoigné leur crainte face à ces promoteurs qui deviennent aussi constructeurs ou qui sont aussi constructeurs. Et c'est vrai que là, il y a une perte de pouvoir sur le projet qui est encore plus flagrante dans ces cas-là. Alors, est-ce que ce n'est pas au tour maintenant de l'architecte, après les aménageurs et les promoteurs, de se réinventer, de se diversifier ou d'aborder la pratique différemment? Je pense que AIA est un cas singulier, et moi j'aimerais vous interroger sur ce sujet-là. Est-ce que d'associer l'ingénierie et l'architecture vous donne plus de pouvoir face à des promoteurs qui sont aussi constructeurs? Et est-ce que aussi la taille de l'agence compte dans ce rapport de force? Mais merci de me donner la parole. Alors je profite aussi de cette occasion pour remercier finalement toutes les équipes d'architectes, ingénieurs, paysagistes, équipes travaux qui ont travaillé sur ce projet de l'Hôtel-Dieu, car ça a été une véritable œuvre collective. Alors pour répondre à votre question, effectivement le travail entre les architectes et les ingénieurs nous permet finalement d'apporter des solutions tout à fait innovantes, très différenciantes, et ouvrir le champ des possibles. Donc nous on travaille énormément sur ces sujets-là. On a plusieurs ateliers au sein de AIA Life Designer pour essayer de pousser les curseurs d'un point de vue technique, et sur l'Hôtel-Dieu on
on a développé tout ça, on a apporté des solutions techniques avec nos ingénieurs, notamment pour mettre en valeur les plafonds à la française magnifiques de l'Hôtel-Dieu. On a mis en place, on a travaillé sur des solutions techniques développées par nos spécialistes. Et donc, ces solutions ont permis effectivement de valoriser ce patrimoine, tout en gardant les caractéristiques tout en permettant finalement des qualités d'un bâtiment moderne avec une acoustique et des planchers béton qui permettent finalement d'avoir un bâtiment au standard d'aujourd'hui. Donc oui, ça c'est les ingénieurs et les architectes, quand ils travaillent ensemble, permettent de pousser les curseurs beaucoup plus loin. Et face à nos promoteurs, en fait, faut pas dire face à nos promoteurs, en équipe avec nos promoteurs, on arrive finalement à trouver des équilibres qui permettent de développer des projets, de trouver des solutions avec toutes les difficultés que les uns et les autres ont, c'est-à-dire des contraintes de respect du patrimoine, des contraintes architecturales fortes, et puis des contraintes économiques et de rentabilité du promoteur. Donc avec toutes ces solutions-là, on arrive à trouver un chemin qui n'est pas évident, effectivement, au début, mais qui permet de finaliser et d'aboutir sur une œuvre commune. L'Hôtel-Dieu, en fait, l'origine de l'opération, c'est une consultation qui a été menée par les Hospices civils de Lyon, en association, je dirais, très étroite avec la collectivité. La collectivité représentée par le maire, qui est également président des Hospices civils, et également par la préfecture, qui était donc le représentant de l'État. Donc dans cette opération qui était une consultation, donc vous l'avez dit, effectivement, la propriété foncière reste aux Hospices civils de Lyon. On est sur ce qu'on appelle un bail amphithéotique de 99 ans, c'est-à-dire qu'au bout des 99 ans, le bâtiment qui aura été reconverti, rénové, entretenu, va redevenir la propriété des Hospices civils. Sauf si effectivement les Hospices civils dans 99 ans prenaient la décision de renouveler le bail. Bon. Donc voilà, pour répondre à votre question, effectivement, ce concours en fait était un concours qui n'a pas eu pour objet, je dirais, de conséquences, de paramètres économiques. C'est-à-dire que nous n'avons pas gagné cette opération sur l'économie de l'opération, c'est-à-dire sur l'économie qu'on présentait aux Hospices civils, mais c'est vraiment le projet qui a fait la différence. Le projet, c'était vraiment le projet architectural, et puis c'était également le traitement du bâtiment dans son aspect patrimonial. Donc ça, c'était très important. Et puis à partir de là, effectivement, dès le départ, la collectivité, la mairie, la DRAC, qui représentait la préfecture, a été très très présente sur le projet. À partir du moment où on a rendu notre proposition, ils ont été très très regardants et ils nous ont accompagnés pendant toute l'opération et pendant les 10 ans de l'opération, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des contrôles scientifiques et techniques. Donc ça, c'était très important pour eux. Et puis, dans l'équipe de maîtriseurs, on avait également un autre architecte que Aya, qui est Didier Réplin, qui est un petit peu le garant du traitement, je dirais, historique du monument. C'est un modèle effectivement qui illustre en fait le partenariat public-privé, puisque au départ en fait les Hospices civils, qui est un bâtiment hospitalier, n'avaient plus les moyens en fait d'entretenir ce bâtiment qui était obsolète, et donc s'est posé la question pour eux du devenir de ce site qui était un site emblématique. Donc à partir de là, ils ont décidé, tout en gardant la propriété du sol, de proposer à un privé en fait de prendre en fait la reconversion et le traitement économique de cette reconversion. Donc c'est un transfert en fait d'une exigence et d'une contrainte publique vers un opérateur privé. Donc ça, c'est important. Pour l'opérateur privé, c'est un risque énorme. Un risque énorme puisque finalement, je dirais, quantifier le coût de reconversion d'un bâtiment comme l'Hôtel-Dieu, c'est un véritable exploit en fait.
Et à partir du moment où on s'engage sur une opération, on ne peut plus revenir en arrière. Donc pour le groupe Eiffage associé à Générim, ça a été une prise de risque vraiment considérable, puisque pour tout dire et pour être assez humble, on ne connaissait pas le prix définitif de la reconversion. Et donc ça a été un choix très important de notre groupe de dire quand même on va essayer et on va travailler sur cette reconversion parce que pour nous, ce projet-là, ce site-là est incontournable. Nous sommes des Lyonnais, nous sommes à Lyon depuis des décennies et pour nous l'Hôtel-Dieu, à chaque fois qu'on passait devant, on se disait il faut faire quelque chose, c'est pas possible, on peut pas passer à côté. Donc pour nous c'était une véritable fierté, mais également un risque énorme, je vous dis au niveau économique, parce que on est sur un bail à construction. Donc comment ça fonctionne un bail à construction? On a la charge complète de la reconversion et ensuite il faut qu'on trouve un nouvel opérateur, puisque la vocation de notre groupe c'est pas de garder ce bâtiment, donc il faut qu'on trouve un nouvel opérateur qui va exploiter le bâtiment pendant toute la durée du bail à construction, c'est-à-dire pendant les 99 ans. Donc on a eu un double challenge. Premier challenge, c'est de le concevoir et de le construire dans une économie. Et deuxième challenge, c'est de transférer ce bail à un nouvel opérateur, qui est en fait le Crédit Agricole Assurance, qui a repris la totalité de l'Hôtel-Dieu, à l'exception d'un volume à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu, qui est la Cité de la Gastronomie, qui a été gardé et repris par la métropole de Lyon. Donc voilà, donc il y a eu chez nous plusieurs phases. Donc une phase de conception qui finalement sur cette opération, je voudrais quand même le dire aussi, le signaler, l'opération a duré à peu près 10 ans, puisqu'on a été lauréat du concours en 2010 et on a terminé la livraison en 2019. Et la phase de conception a duré autant que la phase de réalisation. C'est-à-dire que de 2010 à 2015, on a travaillé vraiment sur la conception de cette opération, sur l'obtention des autorisations. Alors les autorisations, c'est des autorisations spécifiques, puisque comme on est sur un bâtiment entièrement classé monument historique, on a ce qu'on appelle une autorisation de travaux monument historique qui est délivrée par la DRAC. Donc c'est un, je dirais pour simplifier, c'est un permis plus. Et donc cette phase-là a duré autant que la réalisation, puisqu'on a démarré les travaux en 2015 pour les achever en 2017, 2018, 2019. Et il y a toute une phase amont que finalement les gens n'ont pas vue, mais qui est aussi très importante. Et là, on a travaillé en étroite collaboration avec nos architectes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que chez Eiffage Immobilier, Eiffage en général, sur des opérations, on n'a pas forcément l'habitude de travailler avec des architectes sur la totalité de la phase de conception-réalisation. On se limite généralement à la conception et à l'obtention du permis de construire. Sur une opération comme l'Hôtel-Dieu, c'était absolument inenvisageable de recourir à ce type de processus. Et dès le départ, dans la consultation et dans l'équipe qu'on a montée pour répondre à la consultation, on a fait le choix de prendre une équipe d'architectes qui allait nous accompagner depuis la conception jusqu'à la réalisation, au suivi de la réalisation. Et ça, c'est absolument indispensable sur une opération comme l'Hôtel-Dieu, puisque Dieu sait si on a fait des découvertes, et quand on dit découverte, c'est jamais dans le bon sens. Et s'il y avait, et tout ça, ça reposait sur un partenariat. Mais quand je dis partenariat, c'est un vrai mot, c'est pas un mot de communication. On a vraiment constitué depuis le départ une équipe sur la consultation, donc Eiffage Immobilier, Générim, notre associé, Guillaume en parlera tout à l'heure, et puis nos architectes, et également l'hôtel Intercontinental qui faisait partie de l'équipe. Et on a vraiment travaillé très en étroite collaboration pendant ces 4 années pour obtenir l'autorisation de travaux et pour concevoir un projet qui réponde à l'exigence de la collectivité et puis l'ambition qu'on s'était donnée. Tout ça dans un respect quand même économique. Voilà. Donc on a eu des moments très compliqués, très durs, puisque moi je me souviens quand nos architectes et nos équipes avaient travaillé très très durement pour déposer et être prêts à déposer une autorisation de travaux. Et finalement ça ne tournait pas au niveau économique, donc il a fallu qu'on s'arrête, qu'on prenne un été pour retravailler le projet et se remettre au travail, et donc finalement pour arriver au dépôt d'une autorisation qu'on a obtenue à l'unanimité d'ailleurs. Donc voilà, donc ça a été vraiment une épopée très 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 importante.
Mais cette épopée, c'est une prise de risque chez un promoteur privé, mais c'est également obligatoirement une association, un partenariat avec des équipes qui ont beaucoup travaillé, qui n'ont pas regardé leurs heures, que ce soit chez nous ou chez les architectes. Donc voilà. J'aimerais bien avoir votre témoignage sur l'Hôtel Dieu, bien entendu, et j'ai une question pour vous et peut-être aussi pour Eiffage. J'ai été marqué, il y avait une sorte de caricature voulant qu'il y ait des architectes de commande publique et des architectes de commande privée que l'on dénigre un peu en disant ce sont des architectes de promoteurs. Alors c'est une situation assez triste, je trouve, et ce qui était très intéressant dans cet ouvrage, c'est que en interviewant certains architectes qui ne font que de la commande privée, on note, enfin en tout cas j'ai noté, une fidélité très forte entre l'architecte et le promoteur. Or aujourd'hui, les aménageurs qui viennent perturber ce couple imposent des concours d'architecture qui peuvent bouleverser cette fidélité ou inviter des promoteurs à travailler avec de nouvelles agences. Et parfois, ces relations-là sont assez difficiles. Alors j'aimerais peut-être avoir votre témoignage sur ces concours, sur cette fidélité que vous avez pu entretenir ou vous entreteniez avec certaines agences, et aussi donc, votre témoignage sur l'Hôtel Dieu. Bonjour à tous. Effectivement, Bernard l'a dit, ce qui est important, c'est l'équipe. On a forcément plus l'habitude et l'envie de travailler avec des personnes avec qui on a l'habitude de travailler. Quand on reprend l'exemple de l'Hôtel Dieu, c'est 10 ans. 10 ans, si on ne se supporte pas les uns les autres, on n'arrive pas au bout. 10 ans, c'est très long. En même temps, ça passe très vite. Mais il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'obstacles. Ce qu'il faut garder en tête, et je pense que c'est l'objectif sur toutes les opérations, c'est le projet. Où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. En l'occurrence, sur ce projet de l'Hôtel Dieu, le projet s'imposait d'une certaine manière de par le bâtiment, mais c'est ce qui a permis de tenir et d'être tous dans l'objectif de ce projet. L'importance de l'équipe du départ, le choix de l'équipe, et tout le monde a tenu bon, malgré des moments de tangage parfois, mais tout le monde a tenu bon parce que tout le monde, je pense, avait cette envie de réussir et cet objectif commun. Donc il y a la difficulté et puis il y a l'audace. L'audace du promoteur parce qu'on a pris beaucoup de risques comme l'a rappelé Bernard. Également nos partenaires architectes et notamment avec leur maîtrise d'œuvre intégrée, ça nous a servi puisque la conception a duré longtemps, comme il a été dit, mais en même temps, elle a duré presque tout le long du chantier puisqu'on était sur une réhabilitation et en permanence, on a eu des découvertes patrimoniales, on va dire, qui font qu'on a dû réadapter en permanence le projet. Donc en même temps qu'on était en exécution, on était encore en conception. D'où aussi le besoin d'être à l'écoute les uns des autres et d'avoir cet objectif commun, de toujours garder en tête le projet et la ligne d'arrivée. On est constructeur, on est promoteur, on est aménageur, mais pour nous, le rôle de l'architecte, il est essentiel à nos côtés et très souvent, on gagne des opérations parce qu'on a fait le bon choix d'architecte. Et je pense que l'Hôtel Dieu, c'est la meilleure illustration. Finalement, ce respect qu'on avait par rapport au patrimoine existant, il a diffusé entre nous et chacun a été après porté par cette œuvre commune. Et finalement, on a toujours réussi à trouver un terrain d'entente. Voilà. Donc c'est un travail d'équipe. Voilà. Et la relation architecte-promoteur, elle ne se conçoit que comme ça, c'est-à-dire avec un travail d'équipe, beaucoup de respect et chacun essaye de contribuer à une œuvre commune.